Salut tout le monde, je profite de faire une petite pause dans mon vidage de carton et de rangement pour vous faire un petit update de mes lectures. Donc j'ai pas vraiment les dates en tête, mais c'est ce que j'ai dû lire entre fin mars et là début avril, il me semble. J'ai envie de changer un peu de format pour ces vidéos. C'est vrai qu'une par mois, maintenant que je retrouve un petit peu en ce moment un rythme de lecture on va dire régulier et un peu plus intense que ces derniers mois où je lisais vraiment un livre tous les 2 mois. J'ai envie peut-être de limiter le nombre de livres par vidéo pour pouvoir vous en faire plus régulièrement, peut-être plusieurs fois par mois. Ça dépendra de mon rythme de lecture. Mais c'est vrai qu'un bilan lecture par mois, ça fait que j'oublie souvent rapidement le nom des personnages. Et du coup, je trouve que mes vidéos sont un petit peu approximatives, on va dire. Et je pense que ça sera d'autant plus agréable pour vous que si je vous en parle tant que c'est frais dans mon esprit. Donc du coup, peut-être que je me limiterai à faire une vidéo tous les 3 livres lus à peu près. Les vidéos seront peut-être un petit peu moins longues, ça dépend si je parle beaucoup ou pas. Vous commencez à me connaître un peu. Je suis un peu trop bavarde parfois. Mais bon, ça permettra d'avoir des vidéos peut-être plus régulières, un petit peu moins longues et moins fouillis. Donc voilà, je pense que je vais essayer de m'y tenir et puis il y aura peut-être plusieurs vidéos point lecture par mois en espérant que j'ai un bon rythme de lecture. Mais là, pour l'instant, c'est bien parti. Donc on commence par le premier livre que j'ai lu, ça devait être... je l'ai commencé, j'ai mis un petit moment à le lire celui-ci. Je l'ai commencé je pense début février et j'ai dû le finir fin mars, donc j'ai mis presque 2 mois entiers pour le lire. Mais pas parce qu'il ne me passionnait pas ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, puisque une fois que j'étais dedans, je l'ai lu vraiment en 2 jours, je crois que je l'avais fini. Mais voilà, j'étais dans la fin de mes démarches, les rendez-vous s'accéléraient chez le notaire, à la banque, chez le courtier. Donc voilà, si ceux qui ont acheté un bien savent un peu la galère que c'est vers la fin, quand tout s'accélère. Et du coup, ben, j'avais peu de temps pour lire et quand j'en avais, ben, je tombais de fatigue. Donc du coup, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre. Et ça m'a gênée beaucoup d'ailleurs parce que c'est un livre qu'on m'a envoyé, qu'on m'a gracieusement envoyé pour que je puisse en parler. Et du coup maintenant c'est fait, c'est lu et j'ai envie de vous en parler. J'espère que l'auteur ne va pas trop m'en vouloir d'avoir mis autant de temps à le lire, mais bon voilà, c'était... Voilà, le fait que, entre guillemets, on me demande de quitter mon ancien logement, enfin voilà, c'est des choses qu'on prévoit pas. Je me faisais plaisir, donc du coup, on n'avait pas mis beaucoup d'argent de côté et voilà, ça a chamboulé totalement notre vie. Donc du coup, j'avais pas tellement la tête à la lecture, même si j'avais envie de lire. Mon corps il était tellement crevé que voilà, c'est mentalement, j'avais pas la force de lire. Donc voilà, toutes mes excuses si vous passez par là. J'ai fait au plus vite, hein, j'ai fait comme j'ai pu, mais une fois que j'avais le nez dedans, j'ai pas pu le lâcher jusqu'à l'avoir fini. J'arrête mon blabla et je vous montre de quel livre il s'agit. Donc il s'agit de La Fontaine de Tirnanog, donc de Renaud Crépel. C'est publié chez les éditions Sarah Arcane. Alors c'est un tome 2, c'est le tome 2 de Les Aventures d'Agatha Follett et le premier tome c'était... Oh, Le Cerbère enchaîné, voilà. C'était un plaisir de retrouver les personnages. J'aime beaucoup, encore une fois, l'humour de l'auteur. Il y a plein de petites répliques auxquelles on s'attend pas et franchement ça fait sourire et c'est vraiment un plaisir. Les personnages, je les adore. J'aime beaucoup, particulièrement Leffre et Thomas. Particulièrement dans ce tome puisque l'intrigue est totalement différente du premier. En fait, ça me fait un peu penser à une série télévisée. En fait, c'est un peu... je dirais pas qu'on peut lire les livres indépendamment parce que non, c'est vraiment une suite du premier tome. On peut pas lire clairement chaque livre, chaque tome indépendamment l'un de l'autre puisque il y a quand même une suite dans les événements, il y a quand même une chronologie à respecter, on fait des rappels dans ce tome-là. Mais franchement, les personnages, c'est franchement un pur bonheur de les retrouver. Wyatt est un peu plus discret je trouve dans ce tome, mais Thomas, on apprend vraiment beaucoup de choses sur lui. Thomas est un personnage très très mystérieux depuis le tome 1 puisqu'il ne prononce pas un seul mot en fait.
personne ne l'a jamais entendu parler depuis qu'il est dans le royaume des morts, mais enfin, je peux pas trop vous en dire, c'est franchement une saga super sympa et j'ai vraiment hâte déjà de découvrir la suite des aventures de nos personnages. Et là franchement découvrir un peu plus sur Thomas, sur sa vie, c'était vraiment super top, j'ai adoré. Au-delà de ça, on a une intrigue totalement, je trouve totalement barrée en fait, ça mêle à la fois le monde totalement moderne d'aujourd'hui avec un côté un peu... un petit côté fantasy médiéval comme ça, enfin je saurais pas vous décrire mais c'est vraiment super sympa. Et je remercie encore l'auteur de me l'avoir envoyé, de m'avoir fait confiance et surtout d'avoir attendu pour que je puisse le lire et en parler. Sachez que je ne dis pas du bien de ce livre parce qu'il m'a été envoyé gracieusement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs j'ai envie d'acquérir le tome 1 version papier pour les avoir dans ma bibliothèque. Je ne sais pas combien de tomes l'auteur a prévu. Je crois pas que je lui ai déjà posé la question. En tout cas, je pense qu'il y aura un troisième tome. Il y a des nouveaux personnages dont on fait la connaissance et notamment Crazy Diamond. Franchement, cette fille, elle est juste géniale. Elle est plus jeune, il me semble, qu'Agatha. Mais elle est tellement adorable, tellement attachante qu'on ne peut que l'aimer en fait. Et voilà, franchement j'ai adoré ce tome. L'intrigue est vraiment super originale. C'est vraiment à la fois moderne, médiéval. C'est mélanger un peu les mondes et je trouve ça super sympa. Et encore une fois, la plume de l'auteur passe comme une lettre à la poste. J'adore ces livres. Et une fois qu'on a le nez dedans, franchement, on les dévore sans même s'en rendre compte. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et il me tarde de découvrir la suite de leurs aventures. Ensuite, j'ai lu Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. Donc c'est aux éditions France Loisirs. C'est un hardback. Il est vraiment super beau. Je sais pas si vous voyez bien. Alors celui-ci je l'avais eu en, je sais pas si vous vous souvenez, en livre gratuit contre mes 100 points. Et je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de le tester. En ce moment j'ai envie de me tourner vers les livres, les albums, les beaux livres, les livres jeunesse. Je sais pas, ça me fait super envie. Et du coup celui-là il me faisait vraiment de l'œil. Et franchement ça se lit comme un rien et c'était vraiment que du bonheur. Je sais pas comment vous dire. Tellement c'était... Voilà, voilà comment ça se présente à chaque page. C'est un peu style aquarelle en fait. Et franchement, le petit renard là, il est à la fois il est bête mais il est tellement attachant. Donc voilà, je sais pas s'il y a une grande planche. Voilà, il y a une grande planche que je peux vous présenter. Donc c'est du papier un peu pas cartonné mais presque. Et en fait dedans on a deux histoires. Donc on a l'histoire originale, les débuts, avec où on fait la connaissance de vraiment des personnages en fait, des poussins, du renard, du loup, etc., de la poule. Et là on a un autre épisode où il fête Noël et il faudrait que je me renseigne, savoir s'il y a d'autres albums de ce type dans cette série du renard, du grand méchant renard, parce que franchement c'était vraiment un super moment passé avec les personnages. C'est super attachant, super drôle, c'est tout mignon et je pense que ça peut plaire autant aux petits qu'aux grands. Franchement moi, du haut de mes 26 ans maintenant, j'ai adoré. Ensuite, 3 lectures que j'ai fait là, cette semaine, pendant ma semaine de congé. J'ai fini 3 livres. Et d'ailleurs, je me suis étonnée moi-même parce que ça, normalement, je le lis en un mois. J'ai pas souvent lu aussi vite. Donc bon, là, c'était vraiment une bonne surprise. Donc j'ai lu Samedi 14 novembre de Vincent Villeminot chez les éditions Sarbacane. C'est la collection Exprime, je crois. Alors, ce roman, c'est clairement une fiction, ça parle de la nuit, la fameuse nuit du 13 novembre, je pense que dont tout le monde se souvient. Hein. Alors, ça a été une surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire prenne ce chemin en fait. Je vais vous lire les 3 phrases qui composent la 4e de couverture. Donc, c'est le vendredi 13 novembre, B. Donc en fait au tout début on ne connaît pas le prénom du personnage principal, donc ça se présente sous la forme de l'initiale B. Donc le 13 novembre, B était à une terrasse, il a vu les tueurs tirer. Le lendemain, en quittant l'hôpital, il croise un homme dans le métro, il le reconnaît, c'est l'un d'eux. Alors, sans avoir décidé ce qu'il va faire, il le suit. Alors, au début ça m'a pas trop plu parce que... j'étais partagée entre le fait de je comprends le personnage
en fait le personnage a été témoin et victime en quelque sorte de cette tuerie. Je peux pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler le fond de l'histoire. Et du coup en fait il a été témoin, il a vu les personnes qui étaient dans cette voiture et il reconnaît l'un des tueurs et il décide de le suivre. Donc du coup j'étais partagée entre le fait de... Je comprends cette volonté de... cette curiosité, cette envie de faire justice soi-même en fait par B. Et d'un autre côté j'ai trouvé ça tellement irresponsable et bête de se mettre vraiment en danger comme ça. Je ne suis pas dans cette situation donc je ne sais pas du tout comment je réagirais, mais moi je suis vraiment une trouillarde, donc je pense que déjà à distance par les médias etc ça m'a déjà traumatisée. Cet attentat m'a déjà traumatisée. J'ai mis du temps à ne plus en faire des cauchemars alors que j'y étais pas du tout et que je n'étais pas du tout victime de ça, et que donc normalement j'ai aucune légitimité à être traumatisée, mais c'est vraiment des images que je vous dis c'est ancré dans mon esprit, ça m'a vraiment choquée. C'est là que j'ai pris conscience qu'on avait passé un stade. C'est bête mais c'est vrai que en France on n'a pas l'habitude de voir des images aussi... D'habitude en fait on floute, aux infos on floute, on passe les passages trop choquants, et là je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait des vidéos qui tournaient en boucle sur BFM TV, je crois que c'était que je regardais en boucle, des corps de blessés qui étaient tirés, il y avait les traces de sang tout le long de la rue. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en France. C'est vrai que dans les autres pays il y a souvent voilà, les guerres font rage, donc il y a souvent des... Je sais pas pourquoi il y a une différence entre la France et les pays étrangers, où les pays étrangers il n'y a pas de filtre en fait, on montre toute l'horreur de la guerre, mais par contre en France j'ai l'impression qu'il y a une certaine pudeur vis-à-vis de ça. Et là c'est vraiment, je trouve que c'est le point de non-retour, c'est vraiment à ce moment-là j'ai l'impression qu'on a commencé à voir des images telles qu'elles étaient filmées en fait en France. Donc voilà, et puis surtout c'était la plupart des vidéos amateurs, donc voilà, ce qui fait qu'il n'y avait aucun filtre et je pense qu'il n'y avait pas moyen de faire trop de montage. Mais donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, personnellement je ne sais pas comment je réagirais dans ces cas-là, mais certainement pas me mettre de nouveau en danger. Je pense que je serais cloîtrée chez moi, traumatisée à vie de ce que j'aurais vécu. Mais je peux comprendre d'un côté que bon, il veuille faire justice soi-même. Après, enfin lui-même. Après donc il suit le tueur, etc. Il arrive dans la planque du tueur, etc. Et il fait la connaissance d'une autre personne qui s'appelle... Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, comment elle s'appelle? Layla. J'aime beaucoup ce prénom d'ailleurs. Il fait la connaissance de Layla et sa vie va changer. Et en fait, c'est pas une... On reste pas centralisé en fait sur les attentats, sur la tuerie en elle-même. C'est une histoire de vengeance, mais c'est surtout une histoire de je réapprends à vivre et j'accepte. Peut-être pas je pardonne, parce que là je pense que c'est très compliqué, mais j'accepte, je vais de l'avant et surtout je revois mes idées reçues, mes idées préconçues, mes préjugés que j'avais avant. Et voilà, c'est un peu mettre un point sur les... Comment dire, l'analogie qui est faite entre l'islam et le terrorisme en fait. C'est les amalgames, hein, on les fait malheureusement trop souvent, et du coup là ça ouvre quand même les yeux du lecteur. Et ce qui est marrant, c'est que on suit plusieurs personnages, plusieurs personnes qui ont été plus ou moins touchées par ces tueries. Bon, l'histoire de B reste quand même le centre de l'histoire, le centre du bouquin, mais on suit quelques personnages
pour voir plusieurs réactions, etc. Et c'est vrai que ici c'est un mélange de toutes les idées qui sont toutes les idées reçues qu'on entend partout. Et en fait c'était un peu le genre de choses que j'ai pu lire et sur Facebook et aux infos et partout en fait. Il y a ceux qui pensent que l'islam, le terrorisme, les musulmans c'est à mettre partout dans le même panier et les autres, et voilà, il y a plein d'idées préconçues et en fait c'est un mélange de tout ça et ça fait vraiment ouvrir les yeux au lecteur. Et je pense que c'est un bon bouquin à faire lire un peu à tout le monde. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'est pas du tout un coup de cœur, après c'est compliqué de dire c'est un coup de cœur sur un livre qui parle d'une chose aussi terrible. Je peux pas dire que je n'ai pas aimé, je trouve que c'est une belle histoire, c'est une belle morale. Et je trouve qu'il est à mettre entre toutes les mains. Donc voilà, juste une belle réussite de la part de Vincent Villeneuve. Ensuite, j'ai lu un roman un peu plus léger. J'avais envie de quelque chose un peu plus léger. Après samedi 14 novembre, j'avais envie de souffler un peu. Et j'ai choisi First Love de James Patterson et Emily Raymond. Donc c'est Comment j'ai fugué de chez moi et suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Je pensais que ce serait une petite romance entre adolescents voilà, qui ont envie un peu de quitter un peu l'autorité parentale. Et en fait, c'était pas si aéré et détente que ça comme lecture. Il y a quand même un message de fond. Alors, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est les photos. Attendez, je vais vous montrer un petit... je sais pas comment... Voilà. Là... Et en fait, il y en a pendant tout le bouquin, il y a des photos, il y a des petits, il y a des messages, il y a vraiment... Voilà, j'ai adoré, ça ponctuait la lecture et c'était vachement intéressant. Donc pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de Axie et Robinson ou Robinson, je sais pas trop, je dirais plutôt Robinson. La sœur d'Axie s'appelait Caroline et elle est décédée prématurément, je ne vous dirai pas de quoi, comment, pourquoi. Pour ne pas trop vous gâcher le truc. Et du coup, Axie, depuis, ses parents se sont séparés. Il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Ses parents se sont séparés, elle n'a pas tellement de nouvelles de sa mère. Et son père est tombé dans l'alcool. Donc du coup, elle se retrouve un peu livrée à elle-même et à jouer un peu la maman de son père. Plutôt que l'adolescente perdue, triste, endeuillée, qui a besoin de support, de compassion, etc. Et voilà, son père souffre également aussi, mais il s'est réfugié dans l'alcool. Donc voilà, Axie a besoin de se couper un peu de tout ça, et elle propose à Robinson de... Je dis pas Robinson parce que ça me fait penser à Robinson Crusoe en fait, donc on va dire Robinson. Elle propose à Robinson de partir en road trip en fait, de tout lâcher, tout quitter, sans prévenir personne. Voilà, elle ne sait pas grand chose de Robinson, elle sait pas grand chose de sa famille, donc voilà, ils partent tous les deux. Axie ne prévient pas son père, elle lui dit simplement au revoir comme ça, avec l'intention de ne pas revenir. Et donc voilà, s'ensuit un road trip super intéressant. On parcourt les États-Unis et moi qui n'y suis jamais allée, c'est franchement super intéressant. Je pensais que c'était une simple romance, un petit peu cucul-la-praline, j'avoue, et en fait, pas du tout. C'est plus profond que ça. Après, c'est vrai que l'histoire peut paraître un peu bateau, mais il y a un petit mot de l'auteur juste avant que le livre ne commence, en fait, sur la page de garde. C'est un hommage à une de ses amies. Qu'il a connue, qui malheureusement l'a quitté assez rapidement. Et du coup, le fait d'avoir ce mot de l'auteur au début, ça a pris tout son sens en fait. Franchement, c'était une super lecture. J'ai pas eu non plus les larmes aux yeux, mais j'étais vraiment très émue. Après, je pense pas que ce livre ait vocation à... En fait, j'aime pas trop les livres qui vous force à pleurer en fait, qui un peu comme Nos étoiles contraires, je l'ai pas lu mais apparemment il fait pleurer, mais vous voyez ces livres qui ont pour vocation de faire pleurer le lecteur. Moi pour moi j'aime pas en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que ce soit spontané en fait, que le lecteur ait des émotions spontanées et que ce soit pas, je sais pas, j'ai envie que ce soit émouvant mais non pas larmoyant. Je sais pas si vous voyez un peu la différence que je veux faire.
Je sais pas si vous comprenez un peu mon sentiment, mais voilà, j'aime pas les romans qui sont tire-larmes et qui sont prévus pour ça et qui, voilà, qui sont prévus pour attendrir le lecteur au possible. Et c'est, voilà, trop de larmes tue la larme. Donc moi, je préfère les émotions spontanées. Et là, on s'attend pas du tout à ce que ce soit un roman de ce genre-là. C'est vraiment émouvant. Et franchement, on a la boule à l'estomac quand on comprend de quelle histoire il va s'agir. Donc voilà, c'était vraiment une belle lecture et j'ai vraiment apprécié et c'était assez surprenant de la manière dont l'histoire a totalement changé de cap une fois qu'on sait tout en fait, qu'on connaît tous les éléments de l'histoire. Donc franchement c'était une belle histoire et je vous la conseille. C'est vraiment une belle petite romance et à la fois triste et je sais pas, pleine d'espoir parce que voilà, je trouve que c'est une jolie histoire, c'est tout. Et enfin, j'ai lu la semaine dernière La magie de Paris d'Olivier Gay, le tome 1, Le cœur et le sabre, publié chez Castelmore. J'adore la couverture et franchement, ça s'est lu mais comme un rien. J'ai dû le finir peut-être en 2 jours, je crois, je l'ai fini, je l'ai dévoré. Franchement, j'ai adoré et comme à chaque fois avec Olivier Gay, c'est franchement un coup de cœur. J'ai adoré. Donc là, c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, Chloé. C'est l'histoire de Chloé qui va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment et qui du coup va être emportée dans une spirale magique à laquelle elle ne s'attend pas. Elle va rencontrer Thomas, David, je crois qu'il s'appelle, Thomas, David, Cassandre et plein de personnages hauts en couleur et franchement c'était vraiment un réel plaisir de découvrir cette histoire. J'adore la mythologie. J'adore franchement le contexte de l'histoire, j'adore de toute façon tout ce qui est jeunesse et fantastique et tout ce qui parle de magie, j'adore. Donc là je ne pourrais qu'apprécier ce roman. On retrouve toujours la patte d'Olivier Gay avec ses répliques cinglantes. Et ce qui est assez drôle, c'est que comme ça se passe entre 2 adolescents qui ont, je sais plus quel âge ils ont, peut-être 16 ou 17 ans. Honnêtement je me rappelle pas trop, je crois que c'est 16 ou 17 ans. Entre 16 et 18 on va dire. Je me souviens plus trop l'âge qu'ils ont, mais en tout cas, il a mis en fait son roman au goût du jour en fait. Ça se passe entre 2 adolescents, donc il y a des références aux réseaux sociaux, Instagram, à des expressions que les jeunes utilisent souvent, genre je suis en PLS. Bon, ça c'est une expression que je supporte pas, je suis en PLS, mais bon bref, c'est vrai qu'on l'entend souvent, donc il y a des petites touches comme ça, c'est assez marrant, ça se voit que... Je dis pas que Olivier Gay est vieux, hein, pas du tout, hein, mais il est plus adolescent, donc c'est assez drôle de voir qu'il est vraiment... il a vraiment su cerner vraiment les jeunes, la manière dont ils parlent, les réseaux sociaux utilisés le plus fréquemment, etc. Donc c'est assez drôle de voir le contraste, et je trouve que franchement, il a vraiment un talent fou, et ça devient franchement un de mes auteurs favoris. Je pense que je vais enchaîner directement sur le tome 2 qui m'attend dans ma palle et que j'achèterai le tome 3 aux Imaginales, ça c'est sûr et certain. Et voilà, je l'ai testé qu'en jeunesse pour l'instant, donc jusqu'à présent j'ai lu le tome 1 donc, de La Magie de Paris, j'ai lu le tome 1 Le Paris de Le Noir et ma couleur. Il faut que je continue cette saga, mais j'ai vu récemment sur son post Facebook qu'elle allait être rééditée avec une nouvelle couverture, donc c'est super. Si elle est aux Imaginales, je me la prendrai également. Je pense que je vais de toute façon faire une razzia à son stand parce que c'est vraiment un auteur dont je veux découvrir toute la bibliographie. Je sais pas pourquoi il y a des auteurs comme ça, c'est comme Joël Dicker, qui m'ont marqué et dont j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de connaître leurs autres œuvres. Et donc là, je l'ai testé qu'en jeunesse. J'ai lu également Faux frères, vrai secret que j'ai adoré et dont je souhaiterais vraiment une petite suite. J'ai vraiment adoré, mais j'ai envie de le tester aussi en policier et en fantasy. Je possède déjà le tome 1 de La main de l'empereur, le tome 1 de Les épées de glace. Mais en fantasy, j'ai un petit peu peur de me précipiter et que ce soit un peu trop compliqué pour moi parce que c'est vrai que la fantasy, souvent c'est dense et pas facile à lire, mais je fais confiance à Olivier Gay. Je testerai ça, je pense, très bientôt, mais j'ai d'abord envie de tester Olivier Gay dans le genre policier. Donc je sais qu'il a publié beaucoup de livres chez les éditions du Masque, je crois. Donc j'aimerais bien en acquérir un juste avant les Imaginales, mais je sais pas si j'aurai le temps parce que là il reste
Ouais, il reste un mois et demi avant les Imaginales. Je sais pas si j'aurai le temps de caler ça et de me commander un livre. Mais en tout cas, vraiment un gros coup de cœur pour ce début de saga. Il me semble que c'est une trilogie et qu'à la fin du tome 3 ce sera terminé. Mais franchement, c'est super sympa comme série. J'adore, je suis fan. Je vous invite vraiment à le découvrir. Peu importe que ce soit en fantasy, en policier ou en jeunesse. En tout cas, en jeunesse, vous avez carte blanche. C'est franchement un auteur à suivre. Donc voilà, c'était tout pour cette update lecture. Donc là, il y a 5 livres, je vous ai présenté, vous voyez que c'est un petit peu long. J'essaye d'être concise, mais en fait, je parle beaucoup. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc comme prévu, je vais, je pense, faire des vidéos update lecture plus régulièrement, tous les 3 livres, tous les 2-3 livres à peu près. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je suis ravie de vous retrouver du coup sur YouTube. Ça m'avait manqué de pas tourner des vidéos, même si j'ai été absente que 2-3 semaines. J'ai pris goût à le faire et je suis beaucoup plus à l'aise qu'au début, donc franchement vous êtes une communauté super et encore merci de me suivre aussi fidèlement. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!